Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un ministre qui instrumentalise la police à des fins politiques. Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un ministre qui dit que la police n'a jamais tué alors que c'est un fait que la police tue. Quelle différence il y a entre protection policière, Jean-Christophe Couvi, et surveillance policière? Là, c'est de la surveillance policière. Oui, c'est la surveillance policière. C'est-à-dire qu'il y a effectivement il y a eu des menaces sur ce député. Donc, encore une fois, la police donc, fait des rondes sur son domicile tous les jours, avec pied à terre, voir si tout se passe bien, il repart. Voilà, donc c'est pas une protection à H24, une protection, c'est vraiment les personnes qui le demandent et qui sont souvent... En fait, c'est une force de dissuasion. Protection, c'est toujours 1 ou 2 officiers de sécurité qui sont en permanence avec la personne protégée quand elle se déplace. Voilà. C'est pas du tout le même fonctionnement en fait. On a appris également qu'aucun contact n'avait été pris avec l'élu, c'est-à-dire que c'est à la demande du ministère de l'Intérieur qu'il a été placé sous surveillance policière. Oui, mais alors, s'il y a eu des menaces, comment ces menaces sont arrivées aux oreilles du ministre? Voilà, donc c'est bien que quelqu'un à un moment donné a fait remonter qu'il y avait. D'accord. Et donc, effectivement, on prend des précautions. Vous voulez dire que c'est lui qui a demandé à être protégé? Je sais pas qui c'est. Je suis pas à la place du ministre, mais en fait, c'est aussi l'honneur de la police, j'allais dire, quand même, de protéger tout le monde, y compris les députés dont la passion, c'est de cracher sur les policiers. Quoi, nous, on ne fait pas d'ADN, on protège tout le monde, peu importe. Et là-dessus, je trouve que c'est très bien. Et à la rigueur, c'est même eux les plus embêtés parce que maintenant, c'est l'arroseur arrosé. Les policiers ne sont probablement pas suffisamment protégés. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans les Hauts-de-Seine, les policiers et leurs familles s'inquiètent pour leur sécurité. En décembre dernier, les forces de l'ordre ont découvert des tags à leur rencontre, mais les délinquants sont passés quelque sorte à la vitesse supérieure. Ils vont jusqu'au domicile des policiers pour les intimider ou encore détériorer leur véhicule. Je me tourne vers vous, évidemment, Jean-Christophe Couvi, parce que vous avez dit il faut aussi parler de ces familles de policiers qui sont aujourd'hui menacées. Ces délinquants n'ont plus aucune limite, en fait. Ils vont jusqu'au domicile maintenant de vos collègues. Alors, on a de plus en plus de cas, de policiers, de collègues comme ça, qui sont directement impactés. Et nous, syndicats, on essaye de monter des dossiers, justement, pour faire bouger les choses. Ça s'appelle un article 25 dans le jargon policier. C'est-à-dire qu'on demande une mutation dans l'intérêt du service, mais très rapide. Et souvent, on a une hiérarchie qui est un peu paralysée parce qu'ils disent, en gros, oui, mais si on fait ça à tous les policiers, on va perdre des effectifs. Et donc, on ne sait pas comment traiter ce problème. Mais moi, le souci, c'est qu'un jour, il va y avoir un gros problème, un gros souci. S'il y a quelqu'un qui vient s'en prendre à votre famille, qu'est-ce qu'on fait? Nous, policiers, qu'est-ce qu'on fait? Si on a un État qui n'est pas capable de nous protéger, alors que nous sommes là pour protéger justement tous les citoyens, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. C'est déjà arrivé, malheureusement. Mais c'est déjà arrivé. Et le problème, c'est qu'on tourne en boucle. Et à chaque fois, on attire l'attention. On essaie de faire bouger les choses avec la loi, l'anonymisation de toutes les procédures. Actuellement, en fait, il n'y a qu'une certaine partie des procédures qui sont anonymisées. Et tout le reste, effectivement, notamment les dealers, ont nos noms de famille. Et c'est facile maintenant de faire des recherches, notamment avec les Uber, etc. On sait où les gens habitent. Enfin, c'est très facile. Et donc, une fois encore, on alerte, nous, les pouvoirs publics, on alerte notre technostructure police, on leur demande de bouger par rapport à ça. Et même des fois, la justice nous dit, des parquetiers qui nous disent « Ah oui, mais moi, ça m'arrive, si on commence à avoir peur parce qu'on a quelques menaces, c'est bon, où va-t-on » Mais moi, ça, j'arrive pas à l'entendre, en fait. Mais vous trouvez des balles de Kalachnikov dans vos boîtes aux lettres? Elle est rendue au nom du peuple français, on est d'accord. Or, les Français veulent une justice intransigeante à l'égard des personnes qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Et 9 Français sur 10 sont favorables à ça. Évidemment. Et pourtant, vous avez des policiers qui en souffrent et qui, malheureusement, voient leur vie basculer. Comme les violences, j'allais dire, c'est comme les violences intrafamiliales. C'est-à-dire qu'on demandait à la femme de partir avec les enfants. Et en fait, non, c'est l'homme qu'il faut expulser. Mais là, c'est la même chose. C'est-à-dire que les policiers, eux, sont souvent propriétaires de leur maison. Alors Paris, la région parisienne, c'est plus facile. Les gendarmes vivent dans des casernes, mais il y a des casernes qui sont prises en... Mais quand vous êtes en province, vous êtes en province, vous êtes propriétaire de votre maison. Et qu'on vient jusqu'à chez vous, dans votre portail, vous mettre dans votre boîte aux lettres, vous mettre une cartouche de Kalachnikov ou de 9 mm, et qu'on dit c'est vous la prochaine cible, etc. Qu'est-ce que vous faites? Vous vendez votre maison, vous déménagez? Enfin, c'est un vrai problème. Je le répéterai jamais assez. Et ça bougera quand on s'en prendra, vous verrez, ils s'en prendront un jour au juge. Okay, on disait, on va vous donner les toutes dernières informations, la suite de ce terrible accident de la route vendredi soir impliquant Pierre Palmade. Comment la police opère dans ces cas-là, une fois que l'enquête est en cours? Là, effectivement, on va s'occuper. En fait, on fait un constat comme un constat d'accident, c'est-à-dire qu'on vient sur le lieu, on regarde les traces de freinage, on regarde comment ça s'est passé, on est en train de monter un dossier. Dès qu'il y a des blessures dans un accident, de toute façon, la police intervient. Et puis après, il y a les prises de sang, on regarde, c'est là où on a pu constater que effectivement l'humoriste avait pris la cocaïne, et puis les perquisitions, etc. Les témoins.
On essaie de retrouver aussi les 2 autres personnes qui sont parties, déjà parce que, à mon avis, ils vont être aussi incriminés pour non-assistance à personne en danger. Et puis aussi savoir quelle est leur version des faits, et d'expliquer, de retracer un peu quelles ont été les 24 ou 48 heures qui ont précédé l'accident, pour savoir un peu le contexte et de voir comment ça s'est passé et pourquoi justement la personne a pris le véhicule. Voilà. Et de là-dedans, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une famille qui est endeuillée, parce que voilà, il y a trois personnes encore en réanimation, un enfant de 6 ans, voilà, une dame qui a perdu son enfant. Donc pour nous, c'est dramatique. On trouve ça vraiment affreux. Et surtout qu'en plus... oui, c'est ce que j'ai dit. Encore une fois, on n'apprend que dans la douleur, mais c'est extrêmement choquant. Une poupée gonflable à l'effigie d'Elisabeth Borne qui a fait polémique. Elle est pendue sur une camionnette de la CGT et la présidente, je pense qu'on va voir l'image, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, Aurore Bergé, a réagi ce matin. Elle dénonce un acte profondément choquant. On va poser la question aux syndicalistes que vous êtes, Jean-Christophe Couvi. Ça vous inquiète quand vous voyez ça ? Alors, une manifestation, je prends des pincettes, c'est un exutoire. C'est-à-dire que c'est les gens du peuple qui sont mécontents en partie de leurs dirigeants. Après, c'est de la symbolique. Moi, j'aimerais qu'on... Non, mais on peut en discuter, mais j'aimerais qu'il y ait autant d'émotions, autant d'énergie de nos hommes politiques quand j'ai mes collègues qui sont placardés sur des murs dans les cités. Alors, on en parle dans la deuxième partie. Ça tombe bien, donc on dénonce ça, mais je vois pas autant d'énergie derrière. Et qu'est-ce qu'il y a de fait ? Pas grand-chose. Donc là, effectivement, ça offusque tout le monde, parce qu'en ce moment, c'est le focus sur les retraites et sur la politique. Mais demain, c'est oublié. Hein. Non, mais Jean-Christophe Couvi, permettez-moi de me répéter, on en parlera dans la deuxième partie. Oui, parfois, malheureusement, on se sent un peu seul lorsqu'on traite bien ces sûr, sujets-là. donc là, mais là, vous ne trouvez pas qu'il y a une dimension particulière parce que c'est sur un camion de la CGT ? Vous voyez, vous ne pensez pas qu'il y a une responsabilité ? C'est la symbolique. Alors après, c'est pas... Enfin, voilà, je ne suis pas là pour défendre la CGT, mais ce n'est pas la CGT en général qui serait responsable de ça. Ce n'est pas une commande politique, c'est un énergumène qui a dû mettre ça...